suivez depuis Sianfoumou dans le Congo central, depuis Madimba dans le Congo central. Vous nous suivez depuis Lodja dans le Sankourou grâce à notre canal plus 596. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le grand plateau de Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Dans le grand plateau de ce jour, je reçois pour vous une personnalité dont le parcours est attaché à la République démocratique du Congo, son pays, qu'il a servi au sein de la société civile, mais aussi en tant qu'ambassadeur, délégué de la RDC dans différents pays, mais surtout dans différentes organisations régionales. Je reçois donc pour vous, mesdames et messieurs, pour ces numéros de Grand Plateau, l'ambassadeur Baudouin Amouli Kabarouza, à qui je dis bonjour. Bonjour. Vous allez bien, ambassadeur? Je vais très bien, Comment très bien, vous merci. sentez sur le plateau de Congo 26 Télévision? Tout à fait à l'aise. Je me réjouis d'être dans un des médias libres de la République, donc c'est bon. Merci beaucoup, vous êtes dans l'un des médias libres de la RDC et donc sentez-vous très libre, exprimez-vous en toute liberté, c'est cela d'ailleurs, votre combat au sein de la société civile, c'est cela effectivement Congo 26 Télévision. Monsieur Amouli Kabarouza, vous avez été coordonnateur national de la CIRGL RDC, ouais. Vous avez été délégué de la République démocratique du Congo à la CEAC, bien avant cela, un des leaders importants de la société civile qui a combattu aux côtés d'autres leaders de la société civile connus dont Modeste Batilou-Kwebo, Pierre Lumbi. C'est donc, monsieur l'ambassadeur, un parcours très difficile à résumer en quelques instants. Vous seul pouvez le faire, monsieur l'ambassadeur. Est-ce que vous pouvez vous présenter en une minute? Très rapidement. Donc, je suis du Sud Kivu, hein, je suis de Bukavu. Et je suis arrivé à Kinshasa à la suite des élections, d'une élection, puisque les ONG de la République avaient fait une assemblée générale convoquée par le ministère du Plan. Et à l'issue de cette assemblée générale, j'ai été élu secrétaire exécutif du Conseil national des ONG de développement du Congo. Et j'ai pris mes bagages de Bukavu pour arriver à Kinshasa. Et ça, c'était en 1990. Et comme vous voyez, c'était à la veille de la conférence nationale souveraine. Et donc, de là, on a travaillé et on a participé à la conférence nationale souveraine. Et le reste a continué, puisque de la conférence nationale souveraine, j'ai été pris comme vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Au gouvernement Étienne Tshisekedi. Au gouvernement Étienne Tshisekedi, le deuxième gouvernement d'Étienne Tshisekedi, puisque le premier, on avait demandé qu'on l'élargisse, et donc on l'a élargi à la société civile aussi. Et donc j'ai été pris comme vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Et puis le gouvernement n'a pas fonctionné, nous sommes restés au Haut Conseil de la République. Et de là, la suite du pays, l'histoire du pays qui est très mouvementée. On a été à la conférence nationale souveraine, mais moi je n'y étais pas comme délégué. Plutôt au dialogue intercongolais de Sun City. Au dialogue intercongolais de Sun City. Ouais. Donc moi je n'y étais pas comme délégué, mais j'étais comme coordonnateur du bureau technique de la société civile. Nous sommes rentrés de Sun City en 1992. En 2002. En 2002, ouais. 2002, nous sommes rentrés de Sun City. Et voilà, là, comme la société civile avait reçu l'accord de tous pour participer à la vie publique, eh bien, plusieurs des collègues sont allés au gouvernement, au Parlement, etc. Mais moi, j'ai été... on m'a confié la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Et on m'a donc demandé de pouvoir coordonner le comité national, des experts nationaux et de conduire les experts nationaux dans les différentes négociations. C'est ce que je fais jusqu'à pratiquement de 2004 jusqu'à 2015. 11 ans pratiquement. Oui. Et on a beaucoup travaillé, circulé dans le pays, tous les
Nous avons travaillé sur l'ensemble des thèmes ici qui constituent Sur la paix. Toute la crise et la reconstruction de notre pays. Donc on a travaillé sur toutes ces questions. Et de là, en 2015, septembre 2015, on m'a envoyé à la CAC pour représenter notre pays parce qu'il y avait un poste là-bas pour la RDC qui attendait. Quel poste occupait la RDC? Eh bien, j'ai été nommé directeur des affaires politiques et du mécanisme d'alerte rapide de l'Afrique centrale, qu'on appelle le MARAC. Et donc, j'étais directeur pendant pratiquement de 2015 jusqu'à 2021. Basé à Brazzaville, c'est ça? Basé à Libreville. À Libreville, au Gabon. Au Gabon. Ouais. Et de là, la CAC m'a envoyé ouvrir le bureau de représentation à Brazzaville. Au moment où, effectivement, le Congo-Brazzaville, dont le président Sassou, avait reçu le mandat de ses pairs pour conduire la réforme de la CAC, la première année. Donc, on m'a envoyé là-bas pour être à la disposition du gouvernement du Congo. De là, j'ai fini mon mandat en 2025. Et j'ai été envoyé à Bangui. En République centrafricaine. En République centrafricaine. Ouais. Et de Bangui, j'ai été rappelé au siège. Et voilà. Donc, si vous êtes à Kinshasa, à la centrale, au service de la République ou à la disposition de la République? Maintenant, je suis de retour, effectivement, et je suis à la disposition du gouvernement de la République. En tant qu'ambassadeur, je suis à la disposition du président de la République et à la disposition du gouvernement. Donc voilà, je suis de retour et voilà. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Comme je l'ai dit, c'est difficile de brosser votre parcours qui est long et élogieux, mais nous notons quand même, et nous le rappelons à nos téléspectateurs, que vous avez été l'une des personnalités qu'on peut considérer comme les architectes de la société civile de la République démocratique du Congo des années 80-90. Et à ce titre, monsieur l'ambassadeur, vous avez pris part à la conférence nationale souveraine. Puisque l'émission d'aujourd'hui est pédagogique, elle a pour objectif de pouvoir parler, scruter les conflits en République démocratique du Congo et les pistes de solutions pour les résoudre. Monsieur l'ambassadeur, parlez-nous de la conférence nationale souveraine. Dans quel contexte a-t-elle été convoquée? Bon, la conférence nationale souveraine, je peux dire c'était tout un processus, hein? Un processus, je dirais, qui a commencé dans les provinces et qui a propulsé un certain nombre de délégués nationaux, à la fois des institutions publiques, des partis politiques, et de la société civile au niveau national, en vue de pouvoir débattre de la crise multiforme que notre pays présentait déjà à la fin du régime Mobutu. À cette époque-là, je crois qu'il est important de noter que c'était une période de démocratisation du pays, et qu'un peu partout en Afrique, les populations remettaient en cause la manière dont les partis États gouvernaient les États. Donc on voulait plus d'expression, plus de liberté d'expression, plus de meilleure gouvernance, plus de respect des droits humains, plus de souffle pour les citoyens et une meilleure administration des États. Donc la conférence nationale a été vue comme cette occasion-là où des délégués venant des provinces, de ces différentes composantes, devaient donc travailler sur les grands problèmes du pays dans tous les secteurs et faire des recommandations que l'État devait adopter comme, disons, politique de gouvernance du pays. Donc, la conférence nationale souveraine, il faut la situer donc entre 1991 et 1992. Et c'était un très grand moment d'espoir
Oui. La conférence a suscité vraiment l'espoir de la population. Ce n'est pas pour rien qu'au moment de la fermeture désagréable de la conférence nationale souveraine, la population ici, dans Kinshasa, se sont levés. Ils se sont levés. Marchaient, exprimaient leur désapprobation. Exigeaient la réouverture de la conférence. Oui, on parle de la marche des chrétiens, bon, parce que les églises étaient au devant, mais c'était la marche des citoyens. C'est tous les citoyens. Ouais, c'est tous les citoyens congolais qui avaient protesté. C'est pas seulement les églises. C'est vrai que les églises étaient des lieux de rencontre. Et le clergé a joué beaucoup de rôles, catholiques, mais aussi les églises protestantes étaient là également. Très bien. Donc c'est vraiment, ils ont exprimé qu'ils voulaient absolument cette conférence nationale et qu'il fallait laisser la chance à la conférence de se terminer, de lire un premier ministre et de lire un parlement provisoire, Ouais. et pour pouvoir gérer une transition qui arriverait vers des élections. Vers les élections. Et donc, avant d'y arriver, monsieur l'ambassadeur, avant d'arriver même aux conclusions de cette conférence, vous y avez pris part en tant que délégué de la société civile. Globalement, quel rôle jouait la société civile dans cette conférence? La société civile a joué un très grand rôle. D'abord, vous savez que les institutions publiques, tout ce qu'elles devaient faire, c'est de nous rendre compte de la manière dont l'État a été géré et techniquement de dire, si vous voulez, comment mieux améliorer les politiques nationales. Et il y avait les partis politiques qui, elles, avaient une certaine occasion, si vous voulez, de remettre en cause et de critiquer le régime Mobutu et d'être prêt à prendre l'un ou l'autre poste au pouvoir pour la transition. Et donc vous aviez les grands politiciens qui excellaient dans les grands discours d'analyse et de propositions. Ouais. Mais vous aviez la société civile qui était le lien avec la population. Et ça, c'est très, très important. Ouais. Puisque les délégations de la société civile sont venues des provinces, directement des provinces, et avaient des liens avec les populations. Ouais. Et devaient restituer pratiquement régulièrement ce qui faisait à la conférence nationale souveraine. Et ça, c'est très important parce qu'il n'y avait pas de parlement, de parlementaires, je dirais, pour le faire. Ce travail se faisait un peu par la société civile. Très bien. La mobilisation des gens sur des questions, parce qu'il y a des moments où il y avait des frictions, il y avait des tendances de bloquer, etc. C'est la société civile qui allait vers la population pour dire, écoutez, on est en danger, il y a des dynamiques à l'intérieur qui sont en train de chercher à freiner le processus. Donc c'était la société civile qui s'exprimait. La société civile faisait même des manifestations à l'intérieur. Chaque fois qu'il y a un dirigeant qui voulait bloquer le processus ou qui voulait détourner pour une raison ou une autre le débat, la société civile était là pour se lever et dire non, il n'en est pas question. La société civile a été cruciale pour l'élection du président de la conférence nationale souveraine. Donc, Monseigneur Monsengo. Nous tous, nous nous sommes mis derrière Monseigneur Monsengo et il nous fallait donc un président crédible qui ne peut pas être manipulé par les politiques et qui pouvait être un peu, si vous voulez, l'arbre au milieu du village et gérer les débats entre tous ces différents groupes de manière convenable. Monseigneur Monsengo, nous l'avons soutenu et il est passé président de la conférence nationale souveraine. Ouais. Après, bien sûr, il était question d'élire un premier ministre. Là également, nous avons rejoint l'USOR, à l'époque, c'était l'USOR, pour l'élargir en USORAL, ou USORAS au début, mais USORAL après. Et il était question ici de faire un grand fonds pour soutenir Étienne Tshisekedi
comme Premier ministre de la période après la conférence nationale souveraine. Et ça, ce n'était pas facile non plus, parce qu'il fallait vraiment se bagarrer très fort. Le pouvoir avait des moyens incroyables, et il ne lésignait pas à manipuler l'un ou l'autre politicien, parce qu'il y en avait certains qui étaient très manipulables, mais il fallait faire un grand front pour que le président, pour que Étienne Tshisekedi, le Premier ministre, puisse pouvoir passer. Et nous avons été donc aux côtés de l'opposition, de l'Union sacrée, qui, elle, portait cette candidature, avec nous, la grande partie de la société civile, pour être Premier ministre. Donc, c'est pas pour rien qu'il nous a remerciés, d'ailleurs, parce qu'il a pris certains d'entre nous dans le gouvernement. Exact. Nous allons y arriver. Alors, monsieur l'ambassadeur, à l'époque, à la conférence nationale souveraine, c'était facile pour le MPR, disons, je veux dire, pour le gouvernement, pour la composante gouvernement, de se choisir ses délégués et même d'aller à un ordre utile et organisé, d'autant plus que ils répondaient aux ordres ou représentaient directement par ce qu'on pouvait qualifier d'autorité morale à l'époque, le maréchal Mobutu lui-même. Du côté opposition, il y avait carrément un leadership qui se dégageait autour d'Étienne Tshisekedi. Et vous, la société civile, comment ça s'est passé? Comment vous êtes organisé pour avoir une représentation crédible et audible? Bon, il faut savoir d'abord que, en tant que société civile, nous n'étions pas comme un parti politique. Nous n'étions pas un parti politique, nous n'étions pas un seul corps qui pouvait avoir un seul leader. Ce qui avait différents leaders, selon, parfois selon leur secteur. Ouais. Puisque nous nous sommes retrouvés venant des ONG, venant des associations savantes, venant des mouvements des femmes, venant des fondations, etc., venant des églises, etc. Donc, délégués venant de différentes structures de la société civile. Ce que nous avions convenu, tous ensemble, c'est de mettre en place une coordination la plus représentative possible de ces différents secteurs de la société civile. Et donc, on a eu une coordination d'une dizaine de personnes. Et c'est cette coordination d'une dizaine de personnes, quinzaine de personnes, qui orientait un peu les stratégies de la société civile. Voilà. Vous vous souvenez de quelques noms, des personnalités qui faisaient partie de cette coordination? Oui, vous avez parlé tout à l'heure de Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo était dedans. Il était représentant des sociétés savantes. Donc, c'était un des membres. Il y avait plein d'autres copains, certains même sont morts, comme Shimba qui venait du Katanga, qui était dedans. Bien sûr, Lumbi était dedans, docteur Numbi était dedans. On avait plein de copains qui étaient responsables de la dynamique. Il y avait des femmes qui étaient dedans aussi. Et qui représentaient les mouvements de femmes. Oui, ça fait quand même un bon petit temps. Ce serait très bien de faire un peu de recherche pour revoir tous ces noms-là et toutes ces personnalités. Alors, à l'issue de cette conférence, vous venez de le dire, M. Baudouin-Amouli, vous avez élu un Premier ministre, en l'occurrence Étienne Tshisekedi ou Amulumba. Le Premier ministre Tshisekedi va mettre en place un gouvernement, mais qui ne va carrément pas fonctionner. Il le remanie et dans son deuxième gouvernement ou dans son gouvernement remanié, vous êtes nommé vice-ministre de l'agriculture et du développement rural, c'est bien ça? Oui. Alors, avant d'y arriver, ce gouvernement, on le sait, n'a jamais pris les rênes du pouvoir. Le Premier ministre Tshisekedi n'a jamais pris les clés de la primature. Comment fonctionnait ce gouvernement? Il me semble, selon l'histoire, que ce gouvernement fonctionnait sous l'arbre, sous le manguier, en la résidence d'Étienne Tshisekedi. C'est cela l'histoire? Oui, en partie. Mais il faut comprendre que nous étions dans un mouvement historique. Et c'est très important. Nous étions, avant cela, confrontés à un parti unique.
Un seul parti qui s'appelait le MPR. Et qui avait pris le contrôle de l'ensemble du pays. OK? Mais les résultats de son travail sur la population étaient faibles. Et les gens contestaient partout le monopartisme et il était temps de les changer. Donc, je dirais que ce gouvernement, c'était un gouvernement de combat, de lutte. D'ailleurs, le Premier ministre Étienne Tshisekedi le disait lui-même. Oui. C'est que nous sommes un gouvernement de combat, un gouvernement de lutte pour la démocratisation de notre pays. Et je pense que, au-delà de la gestion du pouvoir, enfin de la gestion de l'État, il y avait ce rôle d'une alternative solide de lutte pour la démocratie dans le pays. Ouais. Et là, nous sommes restés autour du président Tshisekedi, le président de l'UDPS, parce qu'il fallait lutter pour changer, pour avoir vraiment une société démocratique. Alors, effectivement, il fallait gouverner le pays, et c'était important de le gouverner. Mais il ne vous a pas été autorisé de gouverner le pays. Qu'est-ce qui va se passer entre-temps? Oui, on n'a pas... C'était tout un combat, encore une fois, puisque Mobutu n'aimait pas les actes de la conférence nationale souveraine. Il se sentait en train d'être attaqué, affaibli par la conférence nationale souveraine. Donc, pour lui, il fallait affaiblir et même, si vous voulez, liquider la conférence nationale souveraine. Et donc, l'Impère, à ce moment-là, a lâché quand même tout son mécanisme pour nous écraser, que ce soit avec les commandos hibou ou je ne sais pas quoi, avec écraser l'ensemble de ce nouveau mouvement qui réclame la démocratie et qui réclame la réduction de ses pouvoirs. Donc, c'est important de savoir que toute une génération de Congolais peuvent, aujourd'hui, je pense, estimer qu'ils sont une génération CNS, une génération Conférence nationale souveraine. La Conférence nationale souveraine a ouvert les libertés. Et c'est important. Il y a eu une grande affirmation de liberté d'expression, de liberté politique. Nous allons y arriver, monsieur l'ambassadeur, parce qu'on devra parler des acquis de cette conférence nationale souveraine, qui est considérée comme le premier pas, ou comme le précurseur même de tous les pourparlers qui ont suivi par la suite. Mais, monsieur l'ambassadeur, une petite parenthèse pour parler de vous quand même. Hein. Monsieur Tshisekedi, que l'on connaît méticuleux, Tshisekedi Étienne avec une rigueur incommensurable en ce qui concerne le choix des profils qui devaient faire partie de son gouvernement qu'il a tant vanté. Il vous nomme dans son gouvernement et il vous confie un portefeuille assez important quand même, peut-être j'exagère en disant assez important, le développement rural et l'agriculture à un moment où on était dans une dynamique de pouvoir donner, un peu comme le président Tshisekedi, Félix l'a dit, la revanche du sol sur le sous-sol, et vous êtes nommé au gouvernement chargé de l'agriculture et le développement rural. La petite question, monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce qui, selon vous, a motivé Étienne Tshisekedi de vous choisir, vous, à ce poste? Je crois qu'il avait ses raisons, et certainement une des raisons qu'il avait, c'est de s'assurer d'un certain nombre de pions, d'éléments dans son gouvernement qui peuvent porter sa politique, et en partant déjà de la vie des gens, de leur vie de tous les jours. Il n'a pas voulu, il a voulu prendre des gens engagés, des gens qui avaient fait du travail, de développement. Et ça, c'est très important. Moi-même, j'étais, comme vous le savez, j'étais secrétaire exécutif du Conseil national des ONG de développement. Nous étions dans une grosse campagne d'avoir des radios rurales à travers le pays, des radios de développement. D'ailleurs, nous avions organisé un voyage de 24 experts
de la RDC au Costa Rica, à l'Institut costaricien d'éducation radiophonique. Nous sommes allés là-bas pendant 1 mois pour apprendre toutes ces techniques. L'enjeu était d'avoir des radios rurales à travers tout le pays. Puisque nous estimions que si on ne touche pas les populations rurales de notre pays, on ne le fait pas avancer. Donc il faut aller absolument développer une politique qui permettait que l'information sur le développement, sur le progrès, sur la participation, etc., arrive au niveau des communautés de base. Ça, on l'a fait au niveau du Conseil national de développement de la RDC. Nous étions en train de pousser en avant les médias qui peuvent amener l'information, le journal du paysan, la voix du paysan. Nous avons créé un journal, d'abord au Sud Kivu, Mukulima. Ensuite, nous avons essayé d'encourager la création de ce même journal, mais à un niveau plus grand, au niveau de tout le pays. La question de la transformation de la vie des paysans était au cœur de notre travail et au cœur même du travail que nous faisions avant cela. Avant cela, j'étais coordonnateur de ADI Kivu, Association pour le développement intégré au Kivu. C'est une des premières ONG avec Solidarité Paysanne, une des grandes ONG du Sud Kivu, et qui avait mobilisé les populations. Donc Solidarité Paysanne, c'était Lumbi, Pierre Lumbi d'heureuse mémoire, qui l'avait lancé. Et moi j'étais à Solidarité, j'ai commencé avec lui à Solidarité Paysanne. Avant de créer ADI Kivu, que nous devions développer dans les Kivu de montagne. Et nous l'avons développé dans les Kivu de montagne. C'est à partir de là que des actions que nous avions faites, qui étaient connues à Kinshasa, qu'on nous a appelés pour d'abord circuler dans toutes les provinces pour essayer d'identifier les ONG qui travaillent comme nous. Ensuite alors, les inviter pour préparer la conférence nationale souveraine. Et voilà. Donc, on était en plein dans le développement du milieu rural, dans la capacitation des acteurs ruraux, des producteurs ruraux. C'était le combat que nous avions mené. Et donc, je pense que Monsieur le Premier ministre Tshisekedi voulait que j'amène cette dynamique un peu forte d'appui aux milieux ruraux dans son gouvernement. Très bien. Voilà. On peut comprendre donc que le Premier ministre Tshisekedi avait choisi l'homme qu'il faut à la place qu'il fallait. Mais l'histoire retient que pendant que ce gouvernement, Étienne Tshisekedi vient de remanier son gouvernement, mais ce deuxième gouvernement non plus ne va pas prendre les rênes du pouvoir, Mobutu va nommer un autre Premier ministre. Qu'est-ce que le président Mobutu reprochait à Étienne Tshisekedi? D'après vous, c'était quoi exactement qui a fait que Mobutu n'a pas voulu fonctionner avec ce gouvernement Étienne Tshisekedi et a nommé un autre, le gouvernement conduit par le Premier ministre Birindoa? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, nous étions, tous les mouvements qui étaient derrière le Premier ministre Tshisekedi, c'était un mouvement qui était contre la dictature. Très bien. Première chose. Deuxième chose, nous voulions qu'on développe une politique plus participative et d'une très bonne gestion des ressources du pays, au profit des citoyens de ce pays. On voulait qu'on développe les droits humains. Et qu'on voulait également que les forces politiques et les institutions du pays fonctionnent dans le même sens, dans le sens des changements nécessaires pour que nous ayons une autre vie, qu'on construise un autre Congo plus démocratique, plus juste. Et donc, cela n'était pas du goût. Ce discours-là n'était pas du goût du maréchal. Tout-puissant Wazabanga. Et non seulement du maréchal, mais pratiquement de toute l'équipe politique, la mouvance présidentielle qui était autour de lui. Donc, chaque moindre petit affrontement était vu comme une chose très grave. Il fallait absolument... bon.
Vous avez refusé de vénérer le Dieu de l'époque. Voilà. Et Tshisekedi ne voulait absolument pas ça. Il voulait absolument que le chef de l'État descende un peu de son piédestal et qu'il s'engage dans un dialogue direct avec lui, avec le gouvernement. Bon, pour la mouvance, c'était un peu trop demandé. Tshisekedi est arrogant, il est ceci, il est cela. On lui avait demandé effectivement, parce que son gouvernement n'était pas accepté, les grosses pointures de la mouvance n'étaient pas là. Il fallait absolument qu'il change ce gouvernement, qu'il ajoute certaines grosses pointures. Bon, et le premier gouvernement est tombé et il a constitué le deuxième gouvernement dans lequel il a mis un peu plus d'ouverture. Donc, je dirais que cette dynamique-là déplaisait au maréchal. Oui, et n'a pas continué, ils n'ont pas voulu que ça continue. Et donc, au moment où on a écarté le deuxième gouvernement, et on a tout fait pour étouffer la conférence nationale. Et on est parti. Oui. C'est fini. Le HCRPT, le HCR, c'est-à-dire le Haut Conseil de la République Parlement des Transitions, oui. Dirigé par le cardinal Monsengo à l'époque. Oui, Monseigneur Monsengo. Pour le mettre en place, on a dû négocier. On a dû négocier puisqu'il y avait un parlement avant la conférence nationale souveraine. Et on a pris un certain nombre d'éléments qui étaient dans ce parlement, on les a amenés dans le Haut Conseil de la République. Ouais. C'est pour ça que, disons, il a été comme le Parlement, en même temps au Conseil, n'est-ce pas? Il y avait des élus, des anciens élus, qui ont fusionné, si vous voulez, avec ce qui était élu par les différentes délégations de la conférence nationale souveraine. Et donc le vice-président de la HCRPT était le président de l'ancienne conférence, de l'ancien parlement, et c'était Anzuluni Bembe. D'heureuse mémoire, il vient de nous quitter. Qui était l'adjoint de Monseigneur Monsengo. Il est devenu l'adjoint de Monseigneur Monsengo. Voilà. Très bien. Alors, de votre point de vue, M. Baudouin Amouli, est-ce que la conférence nationale souveraine a quand même apporté, a quand même quelques acquis, quelques résultats atteints, ou on peut considérer qu'elle a accouché d'une souris, comme c'est l'avis de plusieurs observateurs? Bon, si vous considérez uniquement la gestion du pouvoir, et en effet, le gouvernement de la conférence nationale souveraine n'a pas géré. N'a pas géré l'État, comme on peut le dire, même s'il l'a géré pendant quelques jours, 1 mois ou 2 mois, après c'est parti. Mais donc la gestion n'a pas duré réellement pour arriver à mettre en œuvre les actes de la conférence nationale souveraine. Non. Donc, mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant que mouvement de changement politique, de changement démocratique du pays, la conférence nationale souveraine a apporté beaucoup de choses. Ça a été un redémarrage de notre pays en ce qui concerne la démocratisation. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler des médias libres, ce que vous avez aujourd'hui et tous les autres dans le pays. On ne sait plus compter le nombre de télévisions du pays. Il semble qu'il y en a une bonne 300 ou 350 télévisions dans le pays. Les radios, on a déjà dépassé plus de 500 radios à travers tout le pays. Et de toutes sortes de radios religieuses, des radios communautaires, des radios appartenant à des individus ou des fondations. Il y en a de toutes sortes. La radio est avec nous aujourd'hui. Comme on disait au Costa Rica, la radio est avec les gens. Non? La radio est avec nous aujourd'hui. Encore faut-il encadrer maintenant, les télévisions sont avec nous aujourd'hui. Donc, c'est cette pluralité que nous cherchions qui est là aujourd'hui. C'est pas seulement une pluralité d'expression, c'est une pluralité aussi d'opinion. Tout ça est là aujourd'hui. Et nous devons le garder.
et les protéger. Exactement. C'est quelque chose c'est très important. Alors, c'est dire qu'il y a quand même quelques acquis à reconnaître de la conférence nationale souveraine. Oui, mais ce qu'il faut souligner, monsieur l'ambassadeur, nous sommes toujours dans l'histoire avant d'arriver au présent, pendant que la classe politique est divisée autour des querelles intestines, des jérémiades sur la gestion du pouvoir, c'est l'opposition armée finalement avec M. Laurent Désiré Kabila qui prend le pouvoir en 1997. Tout à fait. Tous les yeux du pays étaient concentrés à Kinshasa pratiquement depuis 1991. Tout le monde espérait que la conférence nationale souveraine allait vraiment coucher une transformation de notre pays. Oui. Mais, comme je vous l'ai dit, il y a eu une dialectique ici à Kinshasa qui fait que, justement, on s'affrontait. Oui. On s'affrontait, mouvance présidentielle, opposition, mouvance présidentielle, opposition. Et les problèmes du pays n'étaient pas résolus. Aucune solution n'était apportée à l'amélioration de la santé, à l'amélioration de l'agriculture, à l'amélioration des infrastructures du pays, à la réhabilitation des industries, etc. Y compris à l'éducation, la santé, etc. Donc, pendant qu'on s'affrontait là, et que les gouvernements changeaient, ouais. Le peuple restait abandonné. Ouais. Et malheureusement, beaucoup de gens ont trouvé que c'était une opportunité pour pouvoir entrer militairement. Et ils ont cherché des appuis de certains gouvernements hostiles au Congo ou au régime Mobutu autour de nous. Et ils ont créé des mouvements qui continuent à être créés malheureusement jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'AFDEL a été créé. On a profité de la lutte du musée pour lui constituer, si vous voulez... pour dérouler un tapis rouge, pratiquement. Exactement, pour lui constituer un mouvement politique et les soutenir et lutter jusqu'ici. L'AFDEL a pris le pouvoir en 97. L'AFDEL est entré dans le pays. Au début, les gens étaient très contents. Ils ont jubilé en ce moment. Parce qu'ils ont vu, disons, l'alternative qui pouvait changer le pouvoir. La conférence nationale n'ayant pas réussi, la lutte militaire arrivait. Mais les espoirs du peuple congolais vont vite s'effriter. Les espoirs du peuple congolais vont s'effriter. Puisque, l'AFDEL arrive ici à Kinshasa en 1997. 97. Ouais. Et malheureusement, ce que les Kinois constatent, c'est qu'ils arrivent ici avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Certains parlent anglais, d'autres parlent Kinyarwanda, d'autres parlent Kiganda, d'autres... avec plein de gens qu'on ne connaît pas, on ne sait pas ils viennent d'où, on ne sait pas, ils n'ont pas participé à la lutte, au combat. Certains, certes, c'était des gens qui avaient lutté avec lui, qu'on connaissait, et qu'on pouvait contacter. Mais plein d'autres venaient du Rwanda, venaient de l'Ouganda. Ouais. Les gens se disaient, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et qui occupaient d'ailleurs des fonctions déterminantes, des fonctions centrales au niveau de l'appareil de l'État. En l'occurrence, James Kabarebe, qui a occupé le poste de chef d'état-major de l'armée de la RDC. Les FAC à l'époque. Oui, et je peux dire, moi j'étais ici, tout le monde voyait, et je peux vous dire qu'il fournissait un effort pour dire qu'il est congolais, alors que tout le monde savait qu'il était rwandais. Vraiment. Moussé va essayer de se rattraper en renvoyant finalement ses alliés, ses étrangers qui étaient dans son appareil politique, il va les renvoyer chez eux. Est-ce que ce n'est pas cela aussi l'origine du malheur de la République démocratique du Congo? D'une partie, déjà le ver était dans
dans le fruit déjà, en démarrant la rébellion à l'est du pays avec le soutien de l'Ouganda et du Rwanda, et qu'au lieu que les Ougandais et les Rwandais retournent chez eux après la prise de Kindu et qu'ils ne viennent pas embêter les gens jusqu'à Kinshasa, ils sont venus jusqu'ici en développant l'idée qu'ils peuvent prendre le pouvoir ici à Kinshasa. Certains d'entre nous ont dit, attention, vous ne pouvez pas prendre le pouvoir ici à Kinshasa. La maturité politique du peuple congolais fait que vous ne pouvez pas prendre le pouvoir ici à Kinshasa. C'est impossible. Et ils y trouvent une alternative à leur niveau. Alors, c'est vrai que les gens étaient mécontents. Et le président de la République à ce moment-là, donc M. Laurent Désiré Kabila, qui avait la sympathie d'une grande partie de la population, parce que Congolais, il a lutté, il a fait partie de Mobutu, etc., etc., eh bien, cette sympathie diminuait par le fait qu'il était accompagné par les étrangers. Et pour essayer de se faire une bonne image, il a décidé de renvoyer tous ces gens-là chez eux, parce que certains même lui faisaient ombrage. Très bien. Mais ces Rwandais renvoyés chez eux, et Ougandais d'ailleurs, ne vont pas tolérer le fait que Mzee les renvoie aux études et vont coaliser avec d'autres Congolais, certains disent de mauvaise qualité, c'est une expression qui prend de l'ampleur actuellement, mais ils vont coaliser avec certains Congolais pour former ce qu'on a appelé le Rassemblement Congolais pour la démocratie et la Deuxième Guerre du Congo. Oui, je crois que ces partisans étaient un peu courroucés de se voir renvoyer comme ça, manu militari, sans avoir été remerciés d'une manière ou d'une autre, et après avoir subi, n'est-ce pas, disons, la furie de la population ici à Kinshasa, n'est-ce pas? Et donc, ils sont partis sans partir. Ils sont partis jusqu'à Kigali. L'avion les a déposés à Kigali et le lendemain, ils étaient à Goma. Ils étaient à Goma, un nouveau mouvement a démarré. L'AFDL était ici à Kinshasa, mais le RCD, Goma, démarrait à Goma. Et ce que nous avons vu, c'est que un certain nombre de politiciens locaux, et même certains qui étaient ici, ont pris les avions pour aller les rejoindre là-bas. Tous les mécontents contre Mzee Kabila et des opportunistes de tous bords sont allés rejoindre le RCD Goma. Et le RCD Goma devenait donc un deuxième mouvement qui venait et qui disait qu'ils allaient renverser le musée. Pendant ce temps également, d'autres ont créé des mouvements, puisque le RCD avait commencé par le Kivu. D'autres, comme Monsieur le ministre Jean-Pierre Bemba, tout le monde le sait, ils ont commencé ils ont créé d'autres mouvements pour essayer de faire partir Mzee Kabila. Alors, ça veut dire que même le RCD a explosé en deux tendances. Il y avait une tendance pro-Rwanda et une tendance qui n'était pas pour le Rwanda. Avec le RCD KML de Moussa Yamoussi. Oui, et avec des tendances internes, qui mettaient plutôt en avant une lutte nationaliste des Congolais. Entre les Roger Lumbala et les autres. Voilà. Alors, donc, tout ce mouvement-là viendra ici, cherchera à venir ici. Et c'est là également que la société civile est montée au créneau. Qu'est-ce qu'elle a fait, la société civile, pendant ce temps? À ce moment-là, nous avons dit que nous n'étions pas satisfaits de voir notre pays déchiré dans tous les sens. Ici, à Kinshasa, le gouvernement disait on va se battre et on va retourner la guerre d'où elle est venue. Et donc, on va créer une armée d'1 million de gens. Mais quand on regarde les ressources que nous avions dans le pays, ce n'était pas évident que nous allions avoir une armée qui pouvait se déployer facilement à l'Est. Le pays était exsangue,
Les ressources publiques étaient complètement par terre. Nous étions déjà à l'arrivée de Kabila un budget de moins d'1 milliard de dollars. On parle de 300 millions de dollars. Oui, c'est ça. Environ, ouais. Donc, le budget était vraiment modique. Absolument modique. Et donc, si on encourageait le gouvernement pour faire une armée d'1 million de gens pour aller jusque-là, on était dans un contexte de 30 années de guerre, de bordel, et tout ça. Ce que nous voulions quand même la paix. De l'autre côté, il y avait un certain nombre de personnalités nationales dont le langage était acceptable, qui disaient qu'il fallait quand même démocratiser le pays et que les espaces de liberté avaient été réduits ou même supprimés par Kabila, par Laurent Kabila, Laurent Désiré Kabila. Et que donc, absolument, il fallait négocier. En plus, Laurent Désiré Kabila n'était pas élu. C'était un chef rebelle qui avait pris le pouvoir à Kinshasa. Et donc, il fallait absolument des institutions démocratiques. Depuis la conférence nationale souveraine, il était question que la démocratie se poursuive. Et donc, plusieurs gens ont estimé que non. Kabila, Laurent Kabila, devait absolument organiser des élections et être élu par le peuple pour être vraiment un dirigeant légitime. Et que même les rebelles qui sont à l'Est devaient se soumettre à ce même exercice pour prétendre être chef de pays. Parce qu'un chef rebelle qui veut venir faire partir Kabila... qui veut venir faire partir un chef rebelle? Quelle prétention pouvait-il avoir? En termes de démocratie. En termes de légitimité, en termes de démocratie. Donc il fallait le principe que le pouvoir ici devait aller à celui qui est élu par le peuple, était un principe retenu déjà depuis la conférence nationale souveraine. Très bien. Alors, on se retrouve devant cette situation où le pays est pratiquement divisé, le pays est au bord de l'implosion, avec pratiquement plusieurs provinces qui sont sous contrôle des rebelles. Quelle solution a préconisé la société civile à l'époque, de manière concrète? Première chose, il fallait arrêter la guerre immédiatement. Sinon, notre peuple allait sombrer dans la plus grave misère, comme maintenant, comme à l'Est, là, maintenant, c'est la catastrophe à l'Est. Les gens ont faim, les gens souffrent et tout. Donc, il faut arrêter la guerre le plus rapidement possible. Ça, c'est un. Donc, deuxièmement, il fallait affirmer très clairement que cette guerre a commencé non pas par des conflits entre les Congolais, mais par une agression d'un pays limitrophe, qui était le Rwanda. Donc l'agression devait être absolument dénoncée. Et nous l'avons dit assez clairement. Et troisièmement, nous pensions qu'il fallait trouver une entente sur la constitution d'un gouvernement dans lequel tout le monde peut se retrouver, mais aller vite aux élections pour avoir un pouvoir élu. La société civile a estimé qu'il fallait prendre la parole et qu'il fallait encourager les concertations, les réunions, le dialogue. Ouais. Nous avons même pris le risque. Nous avons pris le risque d'organiser avec des partenaires sud-africains, avec l'appui des partenaires européens, américains. Nous avons organisé une concertation à Espada Ranch, en Afrique du Sud, pour encourager tout le monde à accepter l'idée de résoudre pacifiquement le pouvoir. Willy Michi qui était là, puisque j'entends Willy Michi qui s'est aussi aux réunions, il parle à la radio, dans les médias, mais Willy Michi qui était dans cette réunion, il en connaît quelque chose. Non, comme chef traditionnel. Très bien. Donc on a poussé, la délégation du gouvernement n'est pas venue,
malheureusement, alors qu'ils avaient promis de venir. Ce qui fait que la société civile qui était venue de l'ouest du pays a connu quelques difficultés en rentrant. Nous avons été arrêtés et interrogés par les services, mais nous avons bien dit aux services que nous avons aidé le pays à avancer, que nous avons pu passer les messages de la population, le besoin de paix, et que nous avons même dit qu'ils perdaient la confiance de la population, ces gens-là, que leur seule chance était d'accepter la paix, accepter ce que le président de la République leur proposait, c'est-à-dire de dialoguer. Le dialogue. Voilà. Alors, puis ce dialogue va quand même finalement voir le jour. Malheureusement, Mzee est parti après plusieurs discussions au niveau régional. Mzee est parti et finalement, sous le leadership de Joseph Kabila, le dialogue intercongolais va avoir lieu à Sun City en Afrique du Sud, avec bien évidemment d'autres pourparlers préparatoires. Alors, à Sun City, justement, quel rôle a joué la société civile? Bon. Retournons d'abord au départ. Il y a eu l'assassinat, malheureusement, malheureux assassinat du Mzee. Ça, le pays l'a regretté. Il n'avait même pas encore eu l'occasion de dérouler son idéologie. Il a été assassiné, malheureusement. Et il y a eu une sorte de consensus très rapide à l'intérieur de la classe politique pour désigner son fils, Joseph Kabila, comme président de la République. Oui. Alors, ce qui était intéressant avec lui, c'est que juste quand il a pris le pouvoir, il a décidé qu'il va avancer vers un dialogue, vers le dialogue. Il faut savoir que Mzee résistait. Ouais. Mais lui, il a dit non, allons-y, n'ayons pas peur. Essayons d'aller vers ce dialogue. Si c'est pour intégrer tous les Congolais, rassembler tous les Congolais, on est prêt. Et donc, il a accepté. Et c'est comme ça que, au niveau des grands détenteurs d'enjeux, au niveau de l'Afrique, l'Union africaine, les Nations unies, les gouvernants européens, partenaires, l'Amérique, etc. Donc, le consensus a été que, effectivement, ce dialogue intercongolais devait se tenir en Afrique du Sud, à Sun City, et qui devait être composé à peu près de la même manière qu'à la conférence nationale souveraine. Sauf qu'ici, nous avons un nouveau acteur, c'est l'opposition armée. Très bien. Voilà. Donc, nous avons donc l'opposition armée, l'opposition non armée, la société civile et les institutions publiques. C'est ça les composantes de la conférence de Sun City. La société civile s'est bien préparée en plus. Nous avons organisé des ateliers, des séminaires pour créer un cahier de charges de la société civile. Ce cahier de charges a été partagé à tous ceux qui étaient choisis pour y aller. On a fait un choix démocratique des délégués. Ça n'était pas facile, c'est après plusieurs rencontres au Centre Nganda ici. Le Centre Nganda, s'il pouvait parler, il pouvait vous dessiner. Il pouvait vous dessiner tout ce qui s'est passé là-bas. Donc, et puis, donc, nous nous sommes mis d'accord sur tous les délégués. Il n'y a pas eu de contestation. Très bien. Il n'y a pas eu... il y avait l'un ou l'autre qui s'estimait n'avoir pas été là, mais... tout a été trouvé, tout a été réglé de manière convenable. La société civile est partie à Sun City de manière très organisée et avec des personnalités puissantes. Très bien. Alors, quels peuvent être considérés comme les résultats atteints par ce dialogue de Sun City, ou carrément les acquis de ce dialogue? Il y a eu beaucoup d'acquis. Sans beaucoup trop réfléchir, je peux dire que la première chose était l'adoption d'un nouvel ordre politique. À Sun City, en fait, ce qu'on n'avait pas achevé, c'est ce que je peux dire, moi, ce qu'on n'a pas fait réellement
à la conférence nationale souveraine, on l'a plus ou moins finalisé à Sun City. Le nouvel ordre politique est un principe qui avait été accepté. Donc on allait avoir une transition dirigée par tout le monde, toutes les délégations telles qu'elles étaient, avec un président de la République et des vice-présidents, 4 vice-présidents. On a ouvert l'espace du gouvernement, on a ouvert l'espace de la représentation nationale et on s'est engagé d'avoir une transition de quelques années pour aller aux élections de 2006. Donc nous terminons Sun City en 2003, au mois de juin, juillet, je crois, et on vient constituer un gouvernement ici, et l'objectif de ce gouvernement est d'essayer de relancer, de réconcilier le pays, réunifier le pays. Le pays était coupé en deux, il était biparti, donc il était coupé en deux, donc il fallait réunifier d'abord les vols dans les deux zones, il fallait que les institutions publiques qui étaient isolées de l'autre côté à l'est refonctionnent avec leurs entités de direction de Kinshasa. Il fallait que l'armée soit réunifiée. Donc on a demandé que tous ces mouvements qui avaient des armées, qui délèguent leurs soldats, une coordination a été mise en place de manière à ceux qui choisissaient de redevenir militaires, qui ont été intégrés par tout un processus de brassage, etc. De mixage. Et donc, cette situation a apporté une nouveauté. Et on avait ici un président de la République flanqué de 4 vice-présidents. On n'avait jamais vu ça. Oui, mais ça rangeait pas mal de problèmes, ça réglait pas mal de problèmes. C'est aussi ça la question, monsieur l'ambassadeur. Avec vous, on ne peut jamais finir parce que vous êtes un grand témoin de la République, il faut le dire comme ça, témoin comme acteur du processus de paix ou des processus de paix en RDC, alors que nous sommes, monsieur l'ambassadeur, dans une situation une fois de plus explosive, je voulais dire, où le pays est de nouveau coupé avec de ces parties, une grande partie du Kivu qui est occupée par les rebelles du M23, une fois de plus appuyée par le Rwanda. C'est un secret de Polichinelle. Et on se retrouve une fois de plus dans ces mêmes problèmes, comme si on était dans un éternel recommencement, le cycle des violences, les cycles des guerres. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que ce n'est pas aussi ça? Quelles sont justement les causes profondes de cette crise qui ne finit pas? Bon, d'abord, il faut dire qu'effectivement, nous nous retrouvons encore une fois avec une crise où le pays est écartelé, découpé, mais la situation ne ressemble pas à celle de la conférence nationale souveraine, ni à celle de Sun City. Oui. Mais quelles sont les causes profondes de la guerre aujourd'hui? Oui, je vais y arriver. Je vais y arriver. Aujourd'hui, il y a un pouvoir à Kinshasa qui est issu des élections. Ce qui n'était pas le cas en 1980. Il y a donc des institutions démocratiques qui sont à Kinshasa. Ce qui n'était pas le cas ni en 91, ni en 2002. Donc ça, c'est une donne fondamentale. Et je pense que ceux qui essaient de régler le problème doivent savoir cela. Il n'est pas possible de mettre un gouvernement démocratiquement élu au même niveau qu'un mouvement rebelle. C'est ça qu'il faut savoir. Mais un pouvoir démocratiquement élu a le devoir de régler cette rébellion. Avec les outils légaux que le peuple lui a donnés. Donc, soit dialoguer, discuter avec eux et de voir qu'est-ce qu'il faut leur donner, soit utiliser les moyens militaires que l'État gère à travers son gouvernement.
Donc, c'est ça que nous avons. Deuxièmement, nous avons l'opposition non armée. L'opposition non armée qui n'est pas structurée. Elle n'est pas structurée comme à l'époque de la conférence nationale souveraine, ni encore du dialogue intercongolais. Oui, ils ne sont pas. Ensuite, la grande partie des acteurs de cette opposition non armée sont responsables du régime antérieur. Et le régime antérieur n'a pas été très performant. Donc c'est ça qui fait que le peuple hésite à les soutenir. Il faut que, quand on parle de négociation ou de dialogue, il faut faire attention. La réussite de ces genres de pourparlers que la CAC, bien sûr, encourage, ou l'Union africaine, ou les Nations unies, on doit savoir la nature des uns et des autres. Alors, bon, maintenant, la question. Ouais. La question est de savoir... Quelles sont les causes profondes de la crise actuelle en République démocratique du Congo? Je crois que tout le monde qui suit la situation de la RDC sait qu'il y a une dimension, une double dimension à la crise de notre pays. Quelles sont ces dimensions? Il y a une dimension interne et une dimension extérieure. La dimension extérieure est la plus forte. C'est elle, malheureusement, c'est là qu'on voit l'origine des troubles et des agressions dans notre pays. C'est surtout le Rwanda. Il y a d'autres influences ou d'autres acteurs extérieurs qui sont dans notre pays, qui aussi participent à créer l'agitation dans notre pays ou soutenir les mouvements rebelles. Donc, ça, malheureusement, nous sommes obligés de régler ça. Donc, la dimension extérieure. Et les efforts qu'on essaie de faire, c'est essayer d'améliorer la coopération avec le Rwanda. Mais est-ce que ça n'a jamais été fait tout ça, monsieur l'ambassadeur? Parce qu'on a l'impression, comme je l'ai dit, qu'on est devant une sorte de cycle, un éternel recommencement. Les discussions avec le Rwanda, ça a existé par le passé. Des dialogues, ça a existé. Des pourparlers au niveau régional, je crois que ça existait. Vous êtes la bonne personne pour le dire en tant que coordonnateur de la CIRGL pour la RDC, en tant qu'ambassadeur près la CAC. Est-ce qu'on n'a pas déjà fait tout ça? On a fait tout ça. Et je crois que des accords ont été signés. Les gens parlent... Des pactes ont été signés. Oui, les gens parlent régulièrement des causes profondes, des causes profondes, des causes profondes. Qu'est-ce que c'est causes profondes alors? Bon, comme si les gens n'ont pas encore réussi à réfléchir sur ces causes profondes. À la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, on a posé cette question fondamentalement. Quelles sont les véritables causes profondes qui est à la base du désordre dans la région des Grands Lacs? Et on a travaillé sur cela pendant au moins 6 mois. Qu'est-ce que vous avez produit? On a produit un certain nombre d'analyses qui ont été coulées sous forme de déclaration de Dar es Salaam et plus tard sous forme de pacte sur la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Alors, quels sont ces problèmes? Ces problèmes... c'est les documents que vous êtes aidés, monsieur l'ambassadeur. Oui, ça c'est le pacte justement des Grands Lacs. Très bien. Alors, bien sûr, sans ordre de priorité, un des plus grands problèmes, c'est cette question d'agression. D'agression des États qui, dans la région, pensent qu'ils peuvent traverser avec armes et fusils leurs troupes dans un autre pays et commencer à tuer et à encourager des crimes sur l'autre pays. En violation du droit international. En violation du droit international, en violation de la charte de l'Union africaine.
Et ça, c'est très grave. C'est une des causes profondes. Oui, profitant d'une manipulation politique et en mettant des raisons qui peuvent être ou non entendues ou écoutées, mais violer la frontière de notre État, c'est vraiment le début du problème. Et le Congo n'acceptera jamais ça. N'acceptera jamais ça. Donc chaque fois qu'on viole l'intégrité de notre territoire, le Congo se battra. Ça, c'est clair et net. Oui. Une autre cause? Une autre chose, c'est la bonne gouvernance, la démocratie et la bonne gouvernance. Il faut savoir que dans la plupart des États, il y avait de très gros problèmes de bonne gouvernance. Les structures de l'État, l'État n'est pas bien géré. Et les droits ne sont pas facilement reconnus. Les violations des droits de l'homme se multiplient. Il y a des populations qui sont abandonnées. Ils sont trop loin et abandonnés. C'est toutes ces questions qui sont des questions à partir du moment où une communauté se sent complètement abandonnée et oubliée, elle prend les armes. Et c'est le début des problèmes dans une province. Okay. Donc, il y a la question de la coopération judiciaire. Il n'y a pas une bonne coopération judiciaire. Des gens peuvent venir attaquer un village, tuer les gens et courir dans le pays limitrophe. Et dans le pays limitrophe, on ne s'organise pas pour essayer de le neutraliser. Donc, la coopération judiciaire est importante. Aussi, il faut éviter de soutenir des mouvements armés, de préparer des mouvements armés dans le pays limitrophe pour qu'ils aillent attaquer leur propre pays. Et ça, c'est vraiment des problèmes. Ensuite, il y a plusieurs causes, monsieur l'ambassadeur. Oui. La télévision, c'est aussi le temps. Avec vous, on n'a pas l'impression carrément qu'on a envie de finir. C'est tellement intéressant. Oui, mais vous êtes une bibliothèque qu'on aimerait bien aller jusqu'à demain. Mais si je peux juste ajouter l'un ou l'autre point sur les causes profondes. En 2 minutes, oui, c'est ça. Donc la question des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui sont impunis. Qui sont impunis, c'est une grave cause également. Certains ne peuvent pas faire un génocide dans un État et croire qu'ils peuvent se tirer comme ça. C'est pas possible. Alors, il y a la question de l'exploitation illégale des ressources naturelles. Ça, c'est totalement inacceptable. Il y a le manque de développement, en réalité, le manque de développement et d'intégration régionale convenable. Le commerce régional, les affaires au niveau de la région doivent être mieux organisées. Ça, c'est le travail des organisations régionales qui ont déjà fait d'ailleurs beaucoup de choses, mais l'impact tarde à venir. Il y a toutes ces questions de violence faites à la femme, aux enfants et tout. Et je dirais enfin, c'est pas la fin totalement, mais il y a toutes ces questions des réfugiés et des déplacés internes, des personnes perdues dans les forêts, des personnes sans identité réelle, et toutes ces questions-là, fin de fin, arrivent à créer une grosse insécurité dans les États. Voilà, donc les causes qu'on peut appeler profondes de la crise, au niveau de la région, au niveau de la République démocratique du Congo, sont pratiquement connues. C'est des choses sur lesquelles les experts ont déjà travaillé. Vous l'avez entendu à travers cette émission. C'est des choses sur lesquelles les experts ont cogité pendant longtemps. On trouvait les causes, on trouvait notamment les pistes de solutions. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on s'est limité aux causes profondes. On a fait avec l'ambassadeur Amouli une lecture historique des discussions de l'arbre à palabres planté par nos ancêtres depuis des années. Nous avons fait le point sur les différents dialogues, nous avons fait le point sur les causes de l'instabilité au niveau de la région des Grands Lacs. Il nous faudra encore une autre émission, monsieur l'ambassadeur, pour parler finalement des solutions. Que faire pour mettre fin
à la guerre et de manière durable, de manière définitive. Nous y reviendrons, nous allons demander la disponibilité de monsieur l'ambassadeur pour un autre numéro à la prochaine occasion, mais on notera que l'ambassadeur conseille à ceux qui préparent les pourparlers, ceux qui préparent les discussions, de tenir compte d'une donne qui n'a pas été le cas dans les années précédentes, le fait que nous avons aujourd'hui un gouvernement issu des élections et qui a la légitimité populaire, qui a reçu mandat du peuple congolais de pouvoir gérer, de pouvoir résoudre tous ces problèmes et qui, à son tour, devra à ce titre développer des stratégies pour répondre aux problèmes du peuple congolais, avec le dialogue s'il le faut, avec d'autres pour parler avec d'autres citoyens s'il le faut. Une donne importante, vous l'avez souligné, monsieur l'ambassadeur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup à vous tous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Vous êtes au Portugal, vous nous suivez grâce à notre couverture mondiale sur Ascom, sur Canal+. Vous êtes à Kabare, dans la province du Sud Kivu. Merci, mesdames et messieurs. Restez fidèles à Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Et à mon tour, je vous dis au revoir et la suite au prochain numéro. Bonne soirée.